Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur des mémoires de Donald Trump pour comprendre, bien, derrière l'apparent personnage, ce qui se cache, ce qui se révèle. Par quel sentiment il est régi, par quelle mémoire il est régi, des mémoires bien sûr inconscientes. C'est hyper intéressant parce que j'ai trouvé, bien, beaucoup d'éléments qui montrent que le personnage qu'il montre n'est pas du tout ce qu'il est comme à l'intérieur. C'est-à-dire, il est régi par du sentiment, par de la mémoire avec lesquels il est en lutte profonde. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais retracer un petit peu le fil de l'histoire de ses ancêtres. Je me suis arrêtée à son grand-père parce qu'on a déjà un élément clé. Et je me suis appuyée donc sur des faits documentés et aussi sur d'autres choses non documentées dans le sens de la rumeur, mais qui a aussi son importance. Parce que quand il y a une rumeur, en général, ça n'est pas anodin, ça veut dire quelque chose. Je présente ce portrait psy, non pas pour juger un homme, pas du tout, mais pour comprendre justement ce qui se cache derrière, pour tirer un petit peu bien, les ficelles du personnage et comprendre bien, l'influence qu'il peut avoir par rapport au monde et aussi la projection qu'il peut émettre en tout à chacun. Ça, c'est hyper intéressant. Avant de commencer, vous pouvez retrouver tous mes services dans la barre d'infos. Je propose des accompagnements individuels. J'ai changé quelque chose sur un des services. Je propose aujourd'hui des lectures de vie, un petit peu à l'image de ce que je présente aujourd'hui. Également des accompagnements en groupe et également des abonnements pour assister à des lives. Donc c'est participatif sur des sujets que je décortique, comme ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, on commence avec le grand-père de Donald Trump. Je ne sais pas si vous saviez que le grand-père de Donald Trump était allemand. Donc, on est dans les années 1860-70 par là. Son grand-père est issu d'un milieu très modeste. Son père est vigneron. Ils vivent dans la campagne bavaroise. Donc, Friedrich est le sixième et dernier enfant. Et très vite, il va y avoir des événements qui vont faire naître bien, des situations et des expériences de vie où il va y avoir bien, du sentiment. Je vais vous expliquer. Déjà, il y a les deux frères aînés qui décèdent précocement de maladie et aussi le père de Friedrich qui va décéder assez jeune lorsqu'il n'a que 8 ans, laissant donc sa femme, son épouse, bien, prendre à bras le corps à la fois son foyer, mais aussi l'activité. C'est là où on commence à avoir des indicateurs et de la naissance à travers des expériences de certains sentiments. Qu'est-ce que le sentiment? Brièvement pour ceux qui me découvrent, pour moi, la force sentimentale, c'est on est dans une situation de vie, par exemple pour cette mère de famille, lorsque s'effondre un pilier comme son mari, à savoir qu'à cette époque, là on est en 1885 lorsque le mari décède, surtout dans les milieux ruraux, le chef de famille est très important parce que c'est lui qui amène tout ce qui est matériel, tout ce qui est besoin élémentaire, pendant que la mère s'occupe du foyer et des enfants. Donc le fait qu'elle perde comme ça, un pilier, heu et qu'elle doit chercher de la ressource en elle, bien ça fait naître du sentiment. C'est-à-dire le sentiment pour moi c'est, on est dans une situation où on a une émotion, n naturelle. L'émotion, elle n'est pas réfléchie. Le sentiment, oui. L'émotion, c'est instinctif, c'est spontané. Et dans ces situations-là, dans des situations comme ça, d'urgence, il va se créer de la projection, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'émotion pure mélangée à de la projection, ce qui crée dans la projection mentale, ce qui crée du sentimental. Les 2 créent de la projection et créent du sentiment. Et à ce moment-là, la mère du petit, Friedrich va cultiver, bien, un sentiment à la fois d'impuissance face à, cette perte de repères, mais, aussi, un sentiment d'insécurité, voire d'abandon. Les 2 peuvent être associés, mais on va sentir ici de l'insécurité. Avec lesquels, bien sûr, elle va trouver de la ressource et elle va, se forger grâce aussi, à, ces sentiments pour retrouver de la ressource.
Mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, le petit Friedrich, lui, il va complètement aussi absorber, eh bien, ces expériences dont il aura été nourri. À savoir aussi que le petit Friedrich, c'est le seul garçon qui reste dans la famille, et la mère, elle va, nourrir un espoir par rapport à ce petit, qu'elle veut voir en fait, embrasser un autre destin, et c'est ce qui va se passer. Parce que, arrivé à l'adolescence, j'ai pas l'âge exact, mais c'est autour de 16-18 ans, de Friedrich Trump, il est poussé aussi par sa mère à partir aux États-Unis. C'est, quelque chose qui était assez courant dans, les régions européennes du rêve américain. Donc il part, il voyage en troisième classe, à bord d'un bateau, c'est un moyen qui est très peu coûteux, à l'époque pour les migrants à destination des États-Unis, et il arrive à Ellis Island, donc c'est, New York, autour de New York, qui à l'époque était une porte d'entrée pour les migrants. Quand il arrive à New York, il effectue des petits boulots, entre autres comme, coiffeur-barbier pendant environ 5 ans, et il économise pour de futures entreprises. Et là aussi, pour justement un jeune, c'est intéressant parce que le fait qu'il ne se laisse pas, aller et qu'il ne dépense pas, il a ce réflexe par ce sentiment de protection, par ce sentiment d'insécurité qui dit, en fait: «Tu dois assurer tes arrières». C'est là où la mémoire, elle, agit, la mémoire et le sentiment vont agir pour permettre à Friedrich Trump d'embrasser un autre destin. Lorsqu'il a suffisamment économisé d'argent, il quitte New York pour rejoindre le territoire, de l'Ouest, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'opportunités économiques, il est à la ruée vers l'or, et il commence à investir dans, les hôtels-restaurants en se rendant dans des zones minières. À ce moment-là, il y a, une recrudescence, et donc il commence à investir dans, ces petites entreprises qui inclut, des services de restauration, d'hébergement, et aussi quelques activités illicites. C'est là aussi où la mémoire de l'illicite, il faut qu'on dépasse les limites, qu'on ouvre les frontières. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Friedrich Trump, à savoir, j'ai oublié de vous dire, qu'il a aussi fui l'Allemagne pour éviter le service militaire. Donc, c'est un exilé, c'est un apatride, c'est-à-dire qu'il n'a plus à ce moment-là de nation. Mais il va savoir plus tard que, il ne pourra plus aller sur le territoire allemand. Je vais y revenir. Et à ce moment-là, il y a justement, il doit dépasser les frontières. Donc il doit aller même au-delà de ce qui peut être, légal pour, eh bien prendre un certain territoire et asseoir son besoin de sécurité et aussi son sentiment d'impuissance, parce qu'il faut qu'il gagne en puissance. Après avoir fait fortune, Friedrich Trump retourne en Allemagne en 1901. Là, il rencontre sa future épouse, Elisabeth, mais il est expulsé car les autorités à ce moment-là considèrent qu'il a automatiquement perdu sa nationalité allemande en raison de son immigration non autorisée. Il tente de régulariser la situation auprès des autorités en écrivant une lettre, mais elle est complètement refusée car il était officiellement considéré comme apatride, donc il a été sans nation, sans territoire pendant quelques années. Et ça a toute son importance parce que justement, ça va créer une grande influence inconsciente chez les Trump dans la succession, c'est de gagner du territoire pour ne pas être apatride, pour ne pas être... ici, il y a du rejet, et il y a un besoin d'être patriotique, d'appartenir à une patrie, de ne pas être exilé. Parce que là, pour Friedrich Trump, c'est très dur, c'est un coup dur de ne plus être reconnu sur son territoire. Et c'est très important, c'est ce que après Trump, les Trump vont cultiver, c'est la conquête du territoire. Mais c'est à partir d'une blessure, c'est à partir de sentiments, parce que les blessures pour moi, c'est du sentiment, c'est à partir de sentiments que le père de Donald Trump, qui là se sent rejeté, qui se sent, c'est un immigré qui revient sur sa terre
et qui en est bafoué. Donc il retourne aux États-Unis et il continue à investir dans des logements locatifs destinés à accueillir des classes ouvrières. Sa vie familiale est composée, de sa femme et de 3 enfants. L'aîné, c'est Élisabeth, le second, c'est Fred, donc le successeur de Friedrich et John. À nouveau, il y a un événement, il y a le décès de Friedrich Trump qui est assez prématuré. Il décède à l'âge de 49 ans. Il est victime de la grippe espagnole. Il laisse donc sa femme s'occuper de ses affaires et du foyer. Et là, on a une réplique, on a l'histoire qui se répète et c'est intéressant. Parce que quand on a des répliques, ce que j'appelle moi les répliques karmiques ou les répliques des mémoires, c'est pas anodin. C'est pour soit renforcer, soit pour faire travailler la personne. Mais à ce moment-là, on n'était pas dans un travail de conscience, on n'était pas dans un travail psychologique, etc. On est plus dans la répétition de schémas. À ce moment-là, Fred Trump, il n'a que 12 ans lorsque son père décède. Et ce départ précoce, eh bien, va éveiller à nouveau un sentiment, des sentiments de toute impuissance, parce que quand la mère perd le pilier de la puissance qui, comme ça, est sur le terrain, elle a un sentiment d'impuissance. Surtout à l'époque, les femmes étaient beaucoup plus femmes au foyer. Élisabeth, son épouse, était femme au foyer. Et donc, elle a dû reprendre les affaires et aller chercher de la ressource et de la force. Mais en premier lieu, c'est euh, ce sentiment d'impuissance et d'insécurité qui va faire que elle va devoir déployer de la source et de la ressource, chose qu'elle fait à merveille. Mais malgré tout, eh bien, on a du sentiment comme ça en profondeur, en latence, qui vient soutenir bien sûr une force, parce qu'on déploie de la force quand on a du sentiment soit de toute impuissance, du sentiment d'incapacité, etc. On peut déployer de la force ou être complètement assujetti par ces sentiments-là, par ces forces-là. À l'âge de 22 ans, Fred Trump fonde Elizabeth Trump Son, une société immobilière en collaboration avec sa mère, où ici, lui, il a une expansion stratégique. Il va utiliser les ressources financières qu'il a héritées de son père pour les réinvestir dans des constructions, des maisons unifamiliales à bas coût dans des quartiers de New York comme le Queens et Brooklyn. Et il capitalise aussi énormément sur les opportunités offertes par les gouvernements avec des programmes de prêts fédéraux après la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui permet de construire des logements pour les familles de militaires. Donc l'entreprise passe d'une petite gestion familiale à une entreprise d'envergure régionale. Ici, on voit dans l'histoire de Friedrich comme dans l'histoire de Fred que la disparition du père, c'est des moments clés, c'est là où va jaillir eh bien, la force à la fois de vouloir grandir, de perdre son territoire, de perdre son repère et de perdre ses forces. C'est pour ça que il y a ici une dualité qui va à la fois les faire grandir, mais aussi intérieurement qui peut les meurtrir. C'est ce sentiment de toute impuissance et ce sentiment d'insécurité. C'est pour ça qu'il peut y avoir, à un moment donné, la volonté de toujours s'expandre parce que le sentiment d'insécurité et le sentiment de toute impuissance restent en latence et n'est pas visité. Il y a encore d'autres choses au niveau de tout ce qui est l'étranger et les étrangers qui vont être des marqueurs très importants où il y a de la lutte. J'en viens. Fred Trump a été accusé de discrimination raciale à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Il est accusé de discrimination dans les logements. En 1973, le ministère de la Justice des États-Unis a intenté une action en justice contre Fred Trump et son entreprise pour avoir discriminé des candidats locataires afro-américains. L'enquête a révélé que des pratiques étaient utilisées dans ces propriétés, telles que marquer des dossiers de candidats noirs avec des codes pour les rejeter. Bien que Trump n'ait pas admis de culpabilité, et ça c'est très important, il a conclu un accord en 1975 s'engageant à cesser ces pratiques discriminatoires. Ici, le sentiment de culpabilité va être complètement refoulé. Pourquoi? Parce que dans ces situations-là,
où on est dans la conquête du territoire sans impunité, parce que c'est de la lutte, c'est de la survie. Le sentiment de culpabilité ne peut pas poindre intérieurement, c'est pas possible. On ne peut pas se rendre coupable parce que la culpabilité, on ne va pas être, une bonne alliée pour la conquête de, ce territoire parce qu'il y a une telle insécurité intérieure qu'elle va primer sur le sentiment de culpabilité. Fred Trump a été critiqué pour son manque d'inclusion raciale dans ses entreprises et pour sa complicité dans la perpétuation de pratiques discriminatoires systémiques dans le domaine de l'immobilier. Et cela a contribué en partie à façonner la réputation des Trump, même encore aujourd'hui. Il y a du nationalisme, il y a la volonté de maintenir un territoire, de le mettre en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a une insécurité qui est sous-jacente et il y a aussi un gros sentiment d'illégitimité. Et ça, c'est intéressant, le rapport à tout ce qui est l'étranger, les étrangers. Pourquoi? Et le racisme. Parce que ces éléments montrent que la projection ici de Fred Trump sur le rejet des immigrés, tout comme son père a été rejeté de son propre pays, c'est un sentiment qui est complètement refoulé et qui s'est fortement exprimé à travers ce qui se reflétait en lui et devant lui. C'est-à-dire que quand il était face, et on le voit aussi avec Donald Trump, à des, à l'étranger et à des étrangers, il y a un sentiment ici qui est fortement refoulé jusqu'à le rejeter. Il faut comprendre une chose, c'est que le racisme, c'est une part projetée de soi, en soi, qui a été rejetée, qui a été bafouée. Une part qui s'est construite elle-même sur un territoire parfois à conquérir, comme Friedrich Trump l'a fait, avec le sentiment parfois d'imposture, qui va jusqu'à l'écrasement de cette part clandestine. Et c'est ce qu'a fait Fred Trump et c'est ce que fait Donald Trump à travers ce qu'il a déjà fait durant son mandat précédent. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'acte méchant envers autrui est toujours une part enfouie, refoulée, qui est transférée sur l'autre et qui exprime la dégradation que l'on porte en soi. Parce que ça permet de comprendre bien, les mécanismes qui se jouent à l'intérieur d'une personne. C'est jamais contre l'autre, c'est un moyen de pouvoir bien, exprimer ce qui est fortement refoulé jusqu'à vouloir le détruire. Parfois, c'est jusqu'à vouloir le détruire. On passe à Donald Trump. Donc, il est né le 14 juin 1946 dans le Queens, à New York. Donc, maintenant, c'est un quartier qui est cossu. Il est le quatrième des 5 enfants et il est né aussi d'une mère immigrée puisque sa mère vient d'Écosse et elle a émigré de son pays pour venir aussi aux États-Unis en tant que femme de ménage. Donc, elle a fait comme ça des petits boulots jusqu'à rencontrer son père lors d'une soirée. Donc il a, une sœur aînée, un frère aîné, Fred Trump, puis, une autre sœur et un frère cadet. Tout prédestinait Fred Trump, Fred Trump junior, puisqu'il porte le prénom de son père, à reprendre la succession. Mais, Fred Trump ne supportait pas la pression de son père et a préféré embrasser un autre destin. On peut voir ici que, la pression que subissait, Fred Trump junior n'était pas la seule pression que son père, qui était un homme très strict, inculquant à ses enfants une éthique de travail rigoureuse, un esprit de combat, de compétition. On le voit, hein, il faut être armé, il faut se battre pour conquérir, parce que derrière, il y a des sentiments qui sont de l'imposture, des sentiments de toute impuissance, des sentiments d'insécurité qui sont latents. Donc, il faut lutter contre ces sentiments-là. Mais également, pour Fred Trump junior, c'est tout le poids d'un passé qui est beaucoup trop écrasant et dont il ne voulait pas être l'héritier. Mais bien souvent, les seconds héritiers, comme dans les dynasties royales, vont se faire remarquer par leur insolence, leur désobéissance à ce pseudo-ordre établi, un peu comme le prince Harry, et c'est exactement le chemin que Donald Trump a emprunté, être un enfant turbulent, rebelle, affirmé, en désaccord avec les règles, dont celle entre autres de nommer son grand frère comme étant l'héritier prédestiné.
Et c'est là où justement son caractère va aussi donner envie à son père de le mettre à ses côtés. C'est un peu, vous voyez, c'est comme quand on donne une sucette à un enfant et pas à un autre, eh bien, il suffit de faire ça pour que l'autre, eh bien, la désire encore plus ardemment, jusqu'à être indiscipliné, jusqu'à crier son mécontentement, pour montrer sa volonté de vouloir posséder. Et c'est là où se dresse l'ébauche d'un futur conquérant à l'appétit vorace. À l'âge de 13 ans, les parents de Donald l'envoient à une école militaire, l'Académie militaire de New York, une école qui est très stricte pour canaliser son énergie et lui inculquer la discipline. Une école dans laquelle il va se distinguer par ses capacités sportives et son leadership. Il sort de l'académie militaire à 18 ans et il poursuit ses études jusqu'à 22 ans, où il a obtenu un bachelor de sciences en économie avec une spécialisation en finance immobilière. Tiens donc. Il rejoint ensuite l'entreprise familiale aux côtés de son père. Il n'a donc été admis de son père que lorsqu'il a fait ses preuves. Ensuite, on a de nombreux documentaires qui évoquent le parcours de Donald Trump à travers son ascension en tant que businessman sans limite, que rien n'arrête, ni les mensonges, ni les pratiques illégales pour arriver à son but. À travers ces défis d'envergure que se donne Donald Trump, on voit toute la force de la résilience du petit-fils d'immigrés qui veut conquérir un territoire et qui doit déployer une force de toute puissance, ces forces qui sont malgré tout sous l'égide d'un sentiment de toute impuissance, d'un sentiment d'illégitimité, d'un sentiment d'insécurité. Donc, on voit ces deux forces en Donald presque s'opposent. Euh, je vais venir à un détail qui est intéressant, c'est sur le plan intime. Donald Trump est donc le fruit d'une immigration avec laquelle il est en conflit intérieur. Un conflit qu'il a déjà exprimé lors de son précédent mandat présidentiel, où il a érigé le Trump Wall, donc le mur Trump, barrière entre les États-Unis et le Mexique, pour empêcher les flux migratoires des personnes qui cherchent à effectuer des petits boulots, tout comme l'ont fait son grand-père et sa mère, lui renvoyant au visage sa propre mémoire de misérable et ce sentiment de toute impuissance. Vous voyez à quel point il est en lutte contre ses parts. Au plus il est en lutte contre ses parts, au plus en fait il va vouloir écraser par de la toute-puissance pour ne pas en fait se mettre à l'écoute de ses parts, pour ne pas les recevoir. Il est totalement en rejet, quitte à les exterminer. Chose intéressante, c'est ce que je vous disais, Donald Trump a une réputation d'homme infidèle, de séducteur. On l'a vu à travers parfois certains audios ou certains médias. Un homme séducteur qui recherche encore une fois la conquête, mais qui, dès lors qu'il est sur un territoire conquis, devient impuissant face à sa compagne qui reprend comme le dessus sur ses forces qui sont impuissantes et qui sont en latence. D'où sa sexualité, son comportement masculin, qui peut être perçu comme pulsionnel et forte lorsqu'il parade, lorsqu'il impressionne, lorsqu'il fait le pan, mais qui se montre stérile lorsqu'il ne fait plus impression de sa force. C'est là qu'on peut voir son ambivalence entre ce sentiment de toute impuissance qui entre en collision avec son sentiment de toute puissance et ce sont deux parts qui sont très inconscientes et il est en lutte avec ça. La question, c'est est-ce que Donald Trump va prendre conscience de ces forces-là qui le tiraillent, qui le dominent, ou va-t-il continuer à être sous l'égide de ses forces et de ses sentiments? On peut déjà avoir un aperçu avec ce qu'il a annoncé précédemment, dernièrement, dans la volonté qu'il a de prendre le contrôle du canal de Panama, d'acheter le Groenland, de faire du Canada le 51e État des États-Unis d'Amérique, puisqu'il entre un petit peu dans une guerre commerciale où il menace les autres pays eh bien, d'infliger des taxes comme le Canada ou d'autres et des prix
qu'ils ne peuvent assumer. Ou encore sa position ferme et stricte sur l'immigration, annonçant des mesures significatives pour réduire les flux migratoires illégaux. Et on le voit donc que Donald Trump est encore sous l'égide de ces forces inconscientes qui s'opposent en lui, dans lequel il rejette les parts des mémoires d'impuissance, d'insécurité, d'imposture, de ce grand-père venu illégalement sur le territoire américain. Au plus on lutte avec, une force qui peut être très inconsciente, c'est pour ça que, Donald Trump n'a pas forcément conscience de tout ça. Il est régi, il est sous l'égide de, ces forces inconscientes, de ces sentiments qui vont, complètement l'obnubiler. C'est pour ça qu'il peut avoir, et on le voit, eh bien, ce besoin de conquérir un territoire parce que son sentiment d'insécurité est tellement grand qu'il veut totalement être dans, une possession et un contrôle. C'est quelque chose qui peut tous nous concerner. C'est-à-dire que, c'est en ça que, les, représentants d'une nation, un dirigeant, c'est, ce qu'un dirigeant va nous montrer, ce qui va le refléter et ce qui nous conduit à déposer, en soi le reflet de, ce qu'un dirigeant renvoie. C'est pour, comprendre que, par exemple, pourquoi Donald Trump a été élu, bon, bien qu'aujourd'hui les élections, je veux dire, on a une minorité de candidats, qui se présentent, mais malgré tout, ça vient nous faire travailler sur certaines choses. Pourquoi il a été, élu, et pas, le candidat qui était, opposé à lui? Parce que, est-ce qu'en tout à chacun, il n'y a pas un sentiment d'insécurité, profond avec un sentiment d'impuissance? Hem Et Donald Trump, de par ce qu'il montre, ce qu'il, impressionne, il est en train de montrer, eh bien, que, on peut lutter contre ce sentiment d'impuissance, mais en fait, il se fait complètement avoir et il se fait berner parce que c'est de l'illusion, mais c'est aussi l'illusion de beaucoup de personnes. Et c'est là où on peut justement renverser, eh bien, une force et un pouvoir du sentiment. Parce que tout à chacun peut avoir peur et se mettre en insécurité. Chacun, chaque représentant, chaque, dirigeant, directeur, quand vous êtes face à quelqu'un qui a une position, on va dire, hiérarchique, supérieure, parce que c'est juste une position, qui n'est absolument pas supérieure, c'est juste une projection. C'est qu'est-ce que ça va vous convoquer? Est-ce que vous vous sentez écrasé? Est-ce que vous vous sentez au contraire, encensé par quelqu'un qui a une posture, qui a une puissance et qui peut vous embarquer? Et qui va vous mettre en sécurité. Est-ce que vous avez besoin de sécurité, exemple avec votre compagnon, avec votre compagne? Est-ce que vous avez besoin de sécurité et au niveau de, votre matérialité? Et ben, en fait, c'est ça que ça vient de nous faire travailler. Donc, pour moi, c'est important de regarder en soi quelle impression vous laisse tel ou tel dirigeant, tel directeur, tel chef ou telle personne par rapport à sa position hiérarchique, par rapport à son sexe, par rapport à son genre, par rapport à son âge. Vous voyez, on va adopter comme une espèce de posture sentimentale quand on est face à des situations, quand on est face à des personnes. Et c'est là où il y a quelque chose qui se reflète et c'est là où on se doit de travailler. Donc ça nous donne l'opportunité ici de pouvoir renverser une forme de pouvoir, juste la forme du pouvoir. Parce qu'on se rend compte que Donald Trump, entre autres, hein, c'est le premier portrait psy que je dresse, est complètement colonisé par un sentiment, un grand sentiment d'insécurité, d'imposture et de toute impuissance avec lesquels il est totalement en lutte, qui lui donnent l'apparence de quelqu'un qui a une espèce de puissance, mais qui finalement, pas du tout. Et c'est là où on peut, grâce à ça, renverser les choses, renverser ce que l'on croit de la réalité. Tout comme par exemple les bourreaux qui sont des victimes, qui sont victimes d'eux-mêmes. À partir du moment où on renverse, eh bien, intérieurement ce pouvoir-là, à ce moment-là, le monde va changer. Je m'arrête là. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour avoir vos avis. Si vous avez envie de voir un autre portrait, faites-m'en part. J'ai bien sûr beaucoup d'idées. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.